la rubrique L'Hebdo des éditorialistes. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre en direct de ce studio François Xavier en Limnoumon. Nous aborderons deux sujets sur ce plateau avec mes confrères. Il n'y en a que deux pour le moment. Le troisième va nous rejoindre après. Alors, je parlais de deux sujets. En premier, nous allons échanger sur la sortie des démocrates, sur l'affaire de la tentative de coup d'État. Et pour finir, le deuxième sujet sera relatif à cette mesure qui a été prise lors du Conseil des ministres dernier. Il s'agit de la création de l'Académie de formation pour renforcer les forces armées dans l'objectif de relever les défis sécuritaires dans la sous-région. Alors, sans plus tarder, on installe le débat et je vous présente d'abord mes confrères. Il s'agit de Kochimo Ngbaji qui nous vient de Afrique Sucette. Bonjour. Ruth, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de ET. Le deuxième sur ce plateau, c'est Anselme Pascal Aguerhoundé qui nous vient de La Nation. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir, Ruth, et je dis bonjour à nos téléspectateurs. Alors, on installe le débat. Je vous parlais de la sortie des démocrates ce 3 octobre 2024. Les démocrates sont sortis de leur silence concernant l'affaire de la tentative de coup d'État qui agite le pays depuis la nuit du 23 septembre 2024. C'était à la faveur d'une déclaration de presse ce jeudi 3 octobre 2024, lue par Guy Mitokpe, le secrétaire national à la communication. Alors, permettez-moi de démarrer par vous, Kochimo Ngbaji. Que comprenez-vous de cette déclaration? Merci pour la question. Je pense que cette déclaration, il faut l'analyser profondément. Et moi, j'ai compris quand même qu'il y a... j'ai appelé ça une réaction ambiguë parce que la position n'est pas très claire. Avant les démocrates, on a déjà vu des positions. L'UPR, le BR et le parti Restaurer l'Espoir et la FCBE qui se sont prononcés. On a constaté qu'à leur niveau, la position a été claire. Condamnation ferme. Et c'est vrai qu'au niveau du parti Restaurer l'Espoir, c'est plutôt une autre réaction qu'on a eue qui a essayé de démontrer qu'il n'y a pas eu... tentative de coup d'État. C'est pour dire qu'au niveau donc, des démocrates, moi personnellement, je n'ai pas vu une réaction claire et ferme. C'est vrai, le parti a réaffirmé son attachement à la démocratie et à l'état de droit. Mais en même temps, lorsque vous poursuivez donc, la lecture de la déclaration, on voit une volonté presque voilée d'accuser, de dire si on peut en arriver là, c'est parce que le régime a fait ci, le régime a fait ça. Tant que parti d'opposition, principal parti d'opposition, soit on condamne, soit on ne condamne pas, ou si, parce qu'ils l'ont dit, le dossier est encore flou. On est tous d'accord sur ça. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose, on n'a pas encore les réponses. Soit le parti s'abstient donc de réagir en attendant d'avoir plus d'amples détails ou plus d'explications sur le sujet. Donc moi, je m'attendais vraiment à une position claire, bien affichée, ce que je n'ai pas eu. Oui, Pascal Aguerhoundé. Voilà, je pense que d'une manière ou d'une autre, le parti est resté dans la droite ligne de ce qu'il faut faire lorsqu'une affaire est en instruction et davantage lorsqu'une affaire présente un clair-obscur. On a l'impression d'être devant un théâtre que l'on a du mal à comprendre en fait, et c'est tout à fait normal que le parti puisse se prononcer avec des réserves. Parce que là, vous ne pouvez pas vous mettre à juger, à condamner, surtout quand il s'agit de personnes qui sont d'une manière ou d'une autre assez proches du pouvoir. Vous êtes déjà vous-même étonné de voir que ce sont ces personnes-là qui se retournent contre, je dirais, leur ami. Et en même temps, vous vous dites, c'est un dossier où les constances ne sont pas toujours de nature à vous indiquer les vrais mobiles, à vous indiquer qui a fait effectivement quoi. Et dans ce contexte-là, vous ne pouvez pas condamner les personnes, mais vous pouvez par contre condamner l'acte. Et je pense que le fait d'avoir réaffirmé leur attachement aux valeurs démocratiques, à l'état de droit et au respect des droits de l'homme, je pense que c'est assez éloquent, c'est suffisant. On peut déjà dire que le parti a quand même montré sa position. C'est que nous, je parle à la place du parti,
faut pas qu'on me confonde à travers quel message, faut pas qu'on me confonde au parti. Voilà. À travers quel message vous avez senti qu'ils ont vraiment donné leur position sur l'affaire? Mais le parti, alors ils se disent, nous sommes pour des élections. Nous sommes pour la dévolution du pouvoir à travers les élections, comme ça s'est toujours passé au Bénin. Et le Bénin est un exemple en la matière, et ce n'est pas aujourd'hui qu'il faille cesser de le faire. Donc, ils sont clairement pour cela. Ça veut dire qu'ils sont contre le coup d'État. C'est que si vous n'êtes pas pour, vous êtes contre, en fait. Ils n'ont pas dit, forcément, nous condamnons les coups d'État. Non, mais ils ont dit, nous sommes pour la dévolution du pouvoir à travers les urnes. Ce qui veut clairement dire que le parti est pour des élections, le parti est pour la démocratie, la voie démocratique, et le parti s'oppose alors à tout ce qui est coup d'État. Maintenant, quant aux personnes qui ont fait quoi, le parti demande à la justice de faire son travail, simplement. Mais tout de suite, Koshimo parlait d'une déclaration ambiguë. Bien sûr, je dirais, à phénomène ambigu, déclaration ambiguë. Voilà, parce que le phénomène lui-même, il est ambigu. Vous n'avez pas des constances qui vous permettent d'apprécier, d'évaluer et de trancher. Donc, et par quoi vous vous dites, c'est en instruction. Donc, ce n'est pas à vous, dans cette circonstance-là, de trancher, surtout par rapport aux personnes. Mais par rapport à l'acte, je pense qu'il y a eu quand même une réponse claire. Et cette réponse-là, c'est que le parti est pour la dévolution du pouvoir par les urnes, et ça, c'est assez clair. Je pense que le message aurait pu peut-être s'arrêter là, c'est-à-dire nous sommes pour l'organisation des élections, l'alternance démocratique et tout, mais lorsqu'ils ont fini de dire ça, allez nous dire que depuis l'avènement du régime actuel, voilà, on n'a pas eu des élections démocratiques. Ils ont continué pour dire, pour éviter les coups d'État militaires, il faut éviter les coups d'État constitutionnels. Et on connaît le parti démocrate, les démocrates qui a toujours accusé le régime en place d'être dans une logique de coup d'État constitutionnel. Donc, moi, c'est la suite qui me gêne. C'est-à-dire, on aurait pu s'arrêter, nous sommes pour la démocratie, l'alternance démocratique, et puis bon, ça s'arrête là. Mais lorsqu'on vient accuser le régime, et je pense qu'il y a un passage où ils ont rappelé que le personnel militaire est censé être dans les casernes, mais après ils ont dit pour que cela soit une réalité, il faut des élections inclusives, il faut des élections transparentes, et après ils ont dit le régime actuel n'a jamais organisé des élections transparentes et inclusives. C'est ça, moi, c'est la confusion qui me gêne. On aurait pu s'arrêter pour dire nous sommes pour la démocratie, mais aller accuser le régime après, c'est là où tout devient ambigu à mon niveau. Bon, vous savez, c'est de bonne guerre quand vous êtes en politique. Voilà. Il faut se servir de toute occasion pour faire passer son message. Vous savez que ça fait quand même longtemps que le parti principal d'opposition demande à ce qu'il y ait une relecture du code électoral, parce que la vision 2026 commence déjà par donner le tournis. Et on se demande déjà qui pourra effectivement correspondre à tous les nouveaux critères. Et par ailleurs, on entrevoit déjà des élections qui ne seront pas forcément transparentes et crédibles. Donc, je pense que c'est un moyen encore pour le parti de dire, c'est vrai, on condamne l'acte, c'est vrai, on est pour la dévolution du pouvoir par les moyens démocratiques. Mais on sait également que de façon démocratique, on peut serrer le jeu. Donc, c'est une façon de faire une pique et de dire, attention, c'est vrai que sur ce coup-là, on ne peut jamais soutenir quelqu'un qui veut faire un coup d'État, un coup de force, mais en même temps, on voudrait attirer l'attention sur le fait qu'il y a des actes qui amènent vers, et il faudrait éviter les actes qui amènent vers. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. C'est tout à fait, c'est un chantier politique, et dans un chantier politique, on se sert de toutes circonstances pour faire passer son message. Tous les coups sont permis. Voilà, non, c'est parce que c'est un champ politique, et bon, et ils sont du parti de l'opposition. C'est pour ça qu'ils ne doivent pas bien situer leur position sur l'affaire. Ben, moi, je pense que déjà, c'est qu'ils ont des positions tranchées. Sur cette affaire, en fait, ils évitent de condamner, ce qui est très bien. Ce qui est très bien. On n'a pas à condamner les personnes, mais on a à condamner l'acte. Si l'acte s'avère, en fait. Donc, si les constances amènent à dire, oui, il y a eu effectivement tentative de coup d'État, et que l'instruction arrive à déterminer qui a fait quoi, je pense que les démocrates seront les premiers à demander à ce que la justice fasse bien son travail. Parce que, bon, supposons, entre griffes, qu'eux-mêmes démocrates aient le pouvoir d'État, et qu'un fait pareil n'est pas puni. C'est qu'eux-mêmes sont quand même d'une façon ou d'une autre, ils sont d'une façon ou d'une autre un peu menacés par cela. Parce que ça veut dire que n'importe qui peut arriver
et se dire, bon, on est fatigué de voir telle personne au pouvoir, et on a fait appel aux militaires, on déstabilise le pouvoir. Donc, je pense que les démocrates sont assez clairs là-dessus. Ils ne veulent pas un changement de pouvoir par coup d'État. Ce n'est pas ce qu'ils souhaitent, pas du tout alors. Mais ils attirent l'attention sur le fait qu'il ne faille pas accumuler des actes, des actions qui amènent des personnes à se révolter au point d'en avoir même envie. Au point d'en avoir même envie, parce que avoir envie de le faire, c'est déjà grave en fait. C'est déjà grave. Quand vous êtes en démocratie, vous ne pensez pas à ces choses-là. Et on peut tout reprocher aux grandes puissances. On peut tout leur reprocher. On peut leur reprocher leur mesquinerie, tout cela. Mais vous savez, ils ne sont pas à ça. Il faut les grandes puissances qui sont vraiment ancrées dans la démocratie, ils se font des coups bas. Dans la démocratie, ils ont une forme d'autocratie dedans. Voilà. Mais ils ont dépassé certains niveaux où il faut se lever et aller chercher le président de la République, prendre le pouvoir. C'est un peu comme, c'est un peu grégaire. On a enfin dépassé cette étape, il ne faut pas qu'on revienne à cela. Et je crois que le parti d'opposition est d'accord pour cela. Du reste, c'est profiter d'une circonstance pour planter le décor encore, ou tout le monde pour approfondir un débat et demander encore la relecture du code électoral. C'est en fait un message voilé, tout à fait, un message voilé. Le troisième invité nous a rejoint tout à l'heure, Stéphane Ahino-Rossou, qui nous vient de l'autre vision. Merci de nous avoir rejoints. C'est un plaisir d'être en plateau avec les confrères et avec toi, Ruth. Alors, nous étions en train de changer sur la sortie des démocrates sur l'affaire de la tentative de coup d'État. Koshimou a déjà donné son opinion et Pascal également. Quel message tirez-vous exactement de cette déclaration? Bon, je trouve d'abord que cette réaction du parti les démocrates était déjà attendue. Parce que ça fait un moment que la situation défraie la chronique. Et donc, en tant que parti de l'opposition, c'était quand même normal qu'ils sortent de leur mutisme pour se prononcer sur une situation qui, d'une manière ou d'une autre, j'ai entendu le confrère le dire tout à l'heure, n'honore nullement notre démocratie. C'est une pratique totalement rétrograde et la justice devrait aller au fond de ce sujet-là. Maintenant, quant au fond du message donné par le Parti Les Démocrates, je trouve que, premièrement, ils ont dit qu'ils réitèrent leur attachement aux valeurs démocratiques, ce qui est tout à fait normal. Donc, on comprend qu'ils condamnent d'emblée cette tentative de coup d'État et ils ne pouvaient en être autrement d'ailleurs. Ils ne pouvaient pas soutenir cette action qui dégrade complètement notre démocratie. Ensuite, je trouve qu'il y a quand même un fond de dénonciation et je les ai trouvés un peu plaintifs. Et je trouve que ce n'est pas l'occasion. Ce n'est pas l'occasion. Ils devraient plus s'étaler. C'est l'impression que j'ai eue. Ils ne se sont pas étalés sur l'affaire, en quelque sorte. Ils se sont moins étalés sur l'affaire que sur leurs revendications auxquelles on avait été habitués. C'est comme si ils ont bondi sur... Ils ont donné une infime partie à cette occasion, à cette situation dans leur discours. Et puis après, ils estiment que le gouvernement doit penser à aller à un dialogue inclusif avant les élections, etc. Donc, ce que je leur reproche, c'est de n'avoir pas accordé plus d'importance à la situation qui prévaut et d'accorder plus d'importance à des revendications politiques ou électoralistes qui, d'une manière ou d'une autre, pouvaient attendre d'autres occasions. Sinon, leur sortie, pour moi, est vraiment la bienvenue et je les attends encore sur cette situation-là. Elle est la bienvenue, mais n'a pas pu vous situer leur position sur cette affaire. Évidemment, la position n'a pas clairement transparu. C'est comme si, bon, ils ont dit, OK, on n'est pas d'accord, mais nous voulons... C'est comme si j'ai eu l'impression qu'ils sont en train de justifier que si on en arrive à ça, c'est parce qu'il y a une situation politique ou des tests qui ne favorisent pas la chose. Et donc, dans une certaine mesure, on peut dire qu'ils sont en train de vouloir légitimer, ce qui n'est pas a priori leur intention, parce que je ne les vois pas légitimer une tentative de coup d'État. Donc, dans la rédaction, on a trouvé qu'il y a une portion congrue, juste une petite portion qui est réservée à l'affaire, et tout le reste, ils se sont étalés sur des revendications. Je ne trouve pas ça vraiment politiquement élégant.
Oui, Pascal. Voilà, moi je pense que personnellement, nous attendons des choses que peut-être nous demandons de trop. Quand vous êtes un parti d'opposition et que vous avez devant vous un sujet flou et que votre réaction se fait attendre, puisque vous devez évidemment réagir par rapport à cela, vous savez que l'affaire est en instruction. C'est une affaire quand même qui est devant la justice. On ne peut pas se taire sur ça. Et puis, ne serons pas folkloriques non plus. On parle de qui? On parle de Oswald Komeki et on parle de, quand même, de Olivier Bokor. Et ce sont des amis très proches de Talon. Peut-être pas aujourd'hui, mais des amis très proches de Talon aux yeux des démocrates. Les démocrates ne vont pas faire comme si c'était les leurs. Soyons quand même réalistes. Ils ne vont pas faire comme si c'était les leurs. Ça, c'est clair. Parce qu'eux-mêmes, ils sont confondus. Ils se disent, bon, qu'est-ce qui a pu leur arriver tant que cela pour qu'ils en arrivent là? Ils se posent des questions, eux également. Est-ce que c'est vrai ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Et on dit que la preuve est la rançon du droit. Les preuves ne sont pas là, justement. Il y a des constances. Il y a des faits qui amènent à dire que. Mais les preuves pour incriminer ne sont pas là. Ne leur demandez pas alors de se mettre à taper sur la table, à dire non, pourquoi ils ont fait telle chose. Non, ils ne peuvent que dire, nous sommes attachés aux valeurs démocratiques. Les réactions de UP et BR, je suis aussi d'accord avec eux, parce qu'ils ont réagi en tenant compte de leur ligne. Et eux, ils doivent fustiger avec beaucoup plus de véhémence, parce qu'ils vont se dire, attention, nous avons le pouvoir, et des individus ont tenté de nous arracher le pouvoir. C'est normal qu'ils réagissent autrement. C'est un peu comme quand vous êtes dans une maison, quelqu'un vient vous cambrioler. La réaction du maître de maison, mais elle est différente de la maison, de la réaction du moins, de la personne qui peut-être convoite ta maison, en fait. Vous voyez, donc c'est deux choses différentes. Ne demandez pas maintenant à celui qui convoite ta maison de jouer à l'hypocrisie et de faire comme si, bon, il était soudain, je ne sais pas, il était enclin à être compatissant envers toi. Non, ici, ce n'est pas une affaire de compassion, c'est juste une affaire de droit de l'homme, état de droit, démocratie. Alors, le parti dit, nous sommes pour la démocratie, pour l'état de droit, nous sommes pour la dévolution du pouvoir par les unes. Le parti a affirmé sa position qui consiste à dire que nous sommes contre les coups d'État. Autrement dit, c'est tout simplement ça. Nous sommes contre les coups d'État. Mais se mettre dans des lamentations ou dans des condamnations de personnes alors qu'on n'en est pas encore là, la justice n'en est pas encore là, on attend encore de voir la suite du dossier. Et qui sait, peut-être qu'on va finir par nous dire non-lieu. On n'en sait rien. Et pourquoi est-ce qu'on va se mettre maintenant à condamner déjà la personne? Il faut condamner simplement l'acte. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils condamnent l'acte. Mais un bon politicien, puisqu'ils ont vision 2026 à l'horizon, ils se sont quand même servis de l'occasion pour une fois encore présenter leur doléance. On ne peut pas leur en vouloir parce que on est sur le chantier politique, je le disais. Ils ne peuvent que le faire parce qu'ils savent, on l'a dit, le clergé l'a dit, les organisations de la société civile l'ont dit. Rien ne semble montrer qu'il y aura vraiment relecture. Dès qu'ils trouvent une occasion, ils vont le répéter. Même si vous les invitez pour parler peut-être même d'un sujet qui n'a rien à voir avec la politique, ils trouveront le moyen de trouver une transition. Alors, Koshimo Moubaji, vous avez entendu les explications de Pascal. Je suis quand même en partie d'accord avec Pascal lorsqu'on parle donc de la première partie du message. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Stéphane me rejoint. La deuxième partie du message, c'est là où moi ça me pose un problème. Qu'on parle d'une situation A et qu'on trouve quand même l'occasion donc d'étaler des plaintes. Vous avez dit une déclaration ambiguë. Voilà, des plaintes qui tentent, et il a dit, peut-être que ce n'est pas leur intention, mais lorsqu'on fait une analyse profonde des plaintes qui tentent à justifier la tentative. Donc, je pense qu'ils auraient pu, comme je l'ai dit, s'arrêter à la première partie. Nous réaffirmons notre attachement à la démocratie. Et je suis d'accord, ce n'est pas encore le moment de condamner les individus qui sont suspectés, parce que voilà, on est dans une situation où tout est flou. On ne sait pas qui a fait quoi, et est-ce que ce qu'on nous dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. La preuve, l'affaire en instruction, et quand on envoie une affaire en instruction, je ne suis pas juriste, mais pour ce que je comprends, c'est que la justice aussi a un peu de difficulté. Il faut aller faire
des investigations approfondies. Donc, je pense que tous les Béninois attendent le procès pour savoir réellement ce qui s'est passé. Donc, les démocrates, je réitère, moi j'ai trouvé leur réaction un peu ambiguë, surtout la deuxième partie qui est venue quand même remettre en cause un peu la première partie où ils essaient donc de réaffirmer leur attachement à la démocratie. Alors, Pascal, quand on revient à l'affaire Olivier Bokor et Oswald Omeki, après leur comparution à la Crayette, ils ont été placés sous mandat de dépôt. À la suite, leurs avocats ont quand même dit que la procédure normale a été suivie. Peut-on déjà quand même se réjouir? Bien sûr, parce que si le conseil quand même de la défense du moins, le conseil de Olivier Bokor et de Oswald Omeki déclare que la procédure est normale, ça veut dire qu'elle est vraiment normale. Parce que c'est au contraire qu'on s'attend très souvent. Dès qu'il y a, je dirais, la moindre atteinte, c'est souvent les avocats de la défense qui disent « Attention, les droits de nos clients ne sont pas respectés ». Mais s'ils ne le disent pas, c'est clair que leurs droits sont jusqu'ici respectés. Ils ont été auditionnés, comme on le fait pour tout à fait, et de ce genre-là, ils ont été auditionnés. Ensuite, le procureur a décerné un mandat de dépôt librement, voilà, puisqu'il a jugé le fait que c'est certainement en les maintenant les liens que la vérité pourra beaucoup plus facilement se manifester. Libre à lui de le faire. Alors, ils ont comparu, et je pense qu'à cette étape, ils ont comparu également devant le juge de la liberté. Mais si on les maintient et qu'en temps, il y a un autre, qu'on met peut-être sous convocation, c'est qu'il y a des constances qui amènent à dire, bon, oui, pour telle catégorie de personnes, nous avons des raisons de les mettre dans cette circonstance-là, parce que ça nous permet de mieux approfondir. Voilà. Vous savez, en matière de justice, je laisse de côté tout ce qui est instrumentalisation par rapport à la justice qui arrive dans tous les régimes. Hein. Mais là, en matière de justice, vraiment, quand vous voulez mener une enquête au fond et que vous savez que peut-être les prévenus ou ceux qui sont les principaux accusés, quand vous les mettez dehors, que cela pourrait entacher l'évolution normale des investigations, c'est de coutume qu'on les laisse en détention parce qu'ils pourraient sortir et embrouiller quelques pistes. Je ne dis pas que c'est ce qu'eux ils feraient là, mais c'est une question de précaution que le juge prend. Et jusque-là, je ne pense pas, c'est une affaire grave quand même. Et les chefs d'accusation sont graves. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Mais les chefs d'accusation sont assez graves. Quand on parle d'atteinte à la sécurité de l'État, vous êtes à un grand niveau déjà, à un très haut niveau de crime déjà. Vous voyez? Parce que déstabiliser un État, c'est pas comme voler. Voilà. Vous êtes à un autre niveau et il faut approfondir, il faut prendre le temps d'instruire le dossier, d'approfondir, de voir ce qu'il y a à faire, de situer les responsabilités avant de pouvoir trancher. Oui, Stéphane Ahino-Rosso, concernant la procédure, les avocats ont bien dit que la procédure est normale, il n'y a aucune violation des droits de l'homme. Oui, aussi, comme Pascal le disait, si les avocats qui ont les qualités, les compétences et qui sont commis pour le job ont déclaré à la sortie de l'audience que les procédures ont été respectées, on ne peut que y croire. Nous ne pouvons pas dire autre chose. On va espérer que les procédures soient toujours respectées jusqu'à la fin de ce procès et que les responsabilités soient vraiment situées parce que depuis l'éclatement de cette affaire, vous voyez que la tendance, elle est double. Il y a ceux qui pensent que non, ceux qui ne veulent pas y croire, ceux qui y croient et qui pensent que bon, il y a quelque chose qui ne va quand même pas. Il y a ceux qui sont abasourdis complètement, tombés des nues, qui se disent bon, c'est quand même eux, etc. Donc c'est un mélange, c'est un foutu. Et c'est seulement la justice qui pourra nous éclairer, nous montrer si c'est vraiment ce à quoi on est en train de penser là. Donc pour l'heure, il y a encore ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ils ne sont pas. C'est le juge qui, à la fin de la procédure, à la fin de l'instruction, va statuer, va dire bon, ceux-là, ils sont. Sinon, pour l'heure, il y a des faits qui leur sont reprochés, mais il y a toujours la présomption d'innocence que la procédure suive donc son cours et que la presse soit régulièrement informée par rapport à la suite de ce dossier. Oui, Koshimo, vos derniers mots sur ce sujet. Oui, dernier mot, je vais également faire le constat, selon ce que les avocats ont dit, que la procédure est bien suivie jusque-là. Je pense que de mémoire, dans une affaire judiciaire mélangée à la politique, de mémoire, c'est la première fois que j'entends des avocats
dit que voilà, les droits de leurs clients sont respectés. Je pense que c'est assez intéressant. Ça nous permet donc de mieux nous poser sur la justice pour espérer que lumière soit faite sur cette affaire, parce que on leur reproche des faits. Est-ce qu'ils l'ont fait? On ne sait pas encore. Donc on attend tous la décision de justice pour savoir qui a fait quoi ou qui n'a pas fait quoi. La petite blague, ce sont quand même des justiciables VIP et qui sont certainement dans des conditions VIP. Donc, on n'a pas à s'en plaindre, n'est-ce pas? Alors, nous allons aborder le deuxième sujet. Je parlais tantôt de cette mesure qui a été prise en Conseil des ministres ce mercredi 2 octobre 2024. Le gouvernement a marqué son accord pour la création d'une académie logistique à Ouidah. Ceci pour faire efficacement face aux défis sécuritaires en Afrique et plus particulièrement dans notre sous-région. Quelle est la lecture que vous faites de cette initiative, Pascal Agueoundé? Alors, la lecture de cette nouvelle initiative ne pourrait se faire qu'en la rattachant à tout ce qui a été bien fait. Et comme vous l'avez constaté, depuis que le Bénin a tristement réalisé, qu'il est également, je ne dirais pas partie prenante, mais partie victime de tout ce qui est acte terroriste, et beaucoup de mesures se sont enchaînées. Et sur cette question, au moins, on laisse de côté la politique et on se dit, attention, c'est l'intégrité du territoire. C'est de cela qu'il s'agit et c'est de la vie de chaque citoyen qu'il s'agit. Et c'est une question assez grave et il faut le reconnaître. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour faire en sorte que les forces de défense et de sécurité soient davantage outillées pour faire face à cette nouvelle menace à laquelle on n'était pas forcément préparé. Et c'est tout cela qui amène aujourd'hui à créer à faire des partenariats de formation avec telle autre force de défense dans notre pays et tout. Et je pense que c'est dans la droite ligne de tout cela que nous assistons encore à cette nouvelle initiative. Vous savez, la logistique, quand on parle de l'armée, c'est un département essentiel. La logistique, parce que une chose est de savoir combattre. Une chose est d'avoir les armes. C'est ça en fait. Une chose est de savoir combattre, une chose est d'avoir les armes. On a vu aujourd'hui qu'il y a beaucoup de formation. Il y a beaucoup de dons en termes d'armes, de petites munitions et tout. Mais l'autre chose, c'est les logistiques. La logistique, du moins, c'est tout ce dont les forces de défense ont besoin sur le terrain. Nous allons revenir sur cet aspect-là, voilà, que Chimo va donner sa lecture de cette initiative. La création donc, de cette école s'inscrit dans la logique de ce qui se fait déjà depuis quelques années. On a été surpris par le phénomène. Le Bénin n'était pas du tout habitué à ce phénomène. On a été surpris et c'est heureux de voir que le gouvernement, qu'il y a des mesures qui sont prises parce qu'il faut agir pour l'avenir, il faut agir pour le long terme. Donc il ne suffit pas juste d'envoyer des soldats à l'extérieur se faire former ou voilà, faire des partenariats où des instructeurs vont venir les former ici. Mais à long terme, qu'est-ce qu'on fait à long terme? Et je pense que cette école vient à point nommé. Pascal l'a dit, on a des dons d'équipements qui viennent. Est-ce qu'ils savent manipuler? Est-ce qu'ils savent conserver? Je pense que c'est toutes ces questions-là qui seront donc résolues une fois que l'école va fonctionner et on pourra du coup former des Béninois, des militaires béninois sur place. On pourra les former pour aider voilà, sur le terrain à mieux combattre le terrorisme. Stéphane Akinoro, une académie de formation pour renforcer les capacités des forces armées dans le but de relever les défis sécuritaires dans la sous-région. Oui, comme les confrères l'ont si bien dit, déjà je trouve que c'est une mesure salutaire pour faire face à ce fléau, qu'est le terrorisme qui a eu une certaine montée en puissance ces dernières années. Et donc il fallait, je veux dire, cette école-là pour relever le défi de la professionnalisation, parce que c'est peut-être une forme de lutte à laquelle nos forces de l'ordre n'étaient pas forcément habituées. Et on a vu qu'il y a même une unité spéciale qui a été mise en place, on l'a constaté lors du défilé du 1er août. Donc c'est une nouvelle équipe qu'il va falloir constituer pour faire face à la montée en puissance du terrorisme. Et donc je trouve que le gouvernement est quand même dans sa logique de sécuriser
sécuriser notre territoire. Et donc, cette école vient en complément aux actions qui sont déjà menées au niveau de nos frontières pour renforcer la sécurité. Il va juste falloir, n'est-ce pas, donc, que la gestion se fasse de manière à ce que ça puisse anoblir, n'est-ce pas, donc, l'initiative qui a été portée par le gouvernement Talon. Tout de suite, ancien Pascal, vous étiez en train de parler de la logistique. On parle d'une académie logistique. Alors, vous étiez en train d'expliquer. Oui, bien sûr, parce qu'il faut déjà savoir, quand on parle de logistique dans l'armée, de quoi on parle? Parce qu'on parle de logistique un peu partout. Il y a la logistique ici et là. Et même dans notre métier, il y a aussi la logistique en fait. Mais quand on parle de logistique pour l'armée, il faut comprendre que c'est essentiel en fait. Parce que parfois, c'est ce qui vous fait vivre. D'ailleurs, on dit que la logistique dans l'armée, c'est tout ce dont les forces de défense ont besoin sur le terrain. Pour vivre déjà sur le terrain. Et dans la logistique, on peut mêler également tout ce qui est soins. Parce que vous avez des gens qui sont blessés et qu'il faut rapidement prendre en charge. Ouais. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez constater que dans les conseils des ministres, la formation ne sera pas destinée simplement aux militaires, mais également à des civils, dont quand même les fonctions sont rattachées un peu à la logistique. Parce qu'on aura forcément besoin de ces personnes-là à des moments clés. Quand il s'agira peut-être d'évacuer rapidement des forces de défense, de les soigner, de les rendre aptes encore à se remettre d'aplomb. Quand il s'agira également peut-être du contexte, je dirais, bon, de tout ce qui concerne la subsistance et tout. Ouais, donc c'est beaucoup de choses, c'est toutes ces activités-là qui vont contribuer quand même à la bonne mission des forces de défense et de sécurité sur le terrain, sur le chantier. Et comme l'a rappelé le confrère, c'est une opération spéciale qui est dédiée à cela, avec, je dirais, une force spéciale, une unité spéciale. Et ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir tout à leur portée pour ne pas être dans un déséquilibre par rapport à l'adversaire. Parce que l'adversaire, lui, il est tapis dans l'ombre et il est parfois plus outillé que nos forces de défense et de sécurité. C'est là qu'il faut comprendre que les pertes que nous subissons par moment, les rares pertes, ne sont pas en soi des faiblesses, non. Au contraire, à chaque perte, nous nous relevons et d'une façon ou d'une autre, on s'adapte, on prend des mesures. C'est pourquoi je dis, ce qui vient de se passer, l'initiative, l'ouverture de cette académie-là, bien répondre encore à un manque, à un besoin. Parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné de ce que les forces de défense ont encore besoin d'avoir certaines aptitudes, certaines compétences qui peuvent les aider à mieux survivre sur ce champ-là, à mieux contrer l'adversaire, à juguler ce phénomène-là et à quand même garder nos frontières intactes telles qu'elles sont actuellement. Alors, Koshimo Ngbaji, selon Pascal, cette académie qui est logistique donne une particularité de plus à cette académie-là et en plus elle sera ouverte aux civils également. Oui, je pense que dans l'armée, on avait déjà quand même certaines spécialités. Vous avez des militaires qui sont médecins par exemple. Je pense qu'à la longue, on aura des militaires spécialisés dans la logistique. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas forcément là pour aller sur le terrain pour combattre, mais ils seront en griffe des cerveaux donc, de la lutte. La logistique, elle est très importante. On le sait dans notre métier. Voilà, quand vous avez une rédaction et que vous n'avez pas de la logistique, ça n'a pas de sens. Donc je pense qu'à plus forte raison, pour une armée qui fait face justement à une menace comme le terrorisme, je crois que c'est très important. Et nous espérons qu'au sein donc, de l'armée, qu'il y ait des éléments qui s'intéressent justement à cette académie, qui vont se faire former pour aider, comme je l'ai dit tout à l'heure, les autres camarades qui seront sur le terrain. Parce que lorsque vous voyez un militaire debout sur le terrain, c'est beaucoup de choses qui ont été faites d'abord avant qu'il ne soit là. Et c'est tout ça qu'on met donc dans la logistique, l'habillement, l'arme qu'il faut porter et tout ce qui va avec. Lorsqu'ils sont sur le terrain, la cabine médicale et tout ça, je pense qu'il faut justement des gens pour s'en occuper véritablement. Pas des gens qui soient en train de combattre, mais en même temps faire ça, je pense que c'est pas très intéressant. On a besoin des gens spécialisés pour gérer donc, cet aspect. Et selon vous, à quelle formation doivent-ils être soumis pour bien faire face quand même aux défis sécuritaires qu'on rencontre dans la sous-région? Non, je pense qu'au niveau de l'académie, il y aura un canevas, forcément, compte tenu donc déjà de l'expérience qui se fait sur le terrain. Je l'ai dit en entame, c'est un phénomène nouveau au Bénin. Nos militaires n'étaient pas habitués à ça, mais je pense que ça fait déjà 2, 3, 4 ans déjà. Ils ont forcément déjà une expérience.
Donc je pense que l'académie va se baser sur l'expérience vécue déjà sur le terrain. Et je crois que ça va fonctionner en coordination avec l'état-major qui doit pouvoir donc fournir les informations nécessaires afin qu'un canevas de formation soit bien tracé. Alors Stéphane Ahinorosso, les statuts de la dite académie ont été discutés avec des partenaires européens pour qu'elles répondent aux normes et standards internationaux. Qu'attendez-vous par normes internationaux? Je veux dire que, en fait, en matière de lutte contre le terrorisme, je pense qu'il y a quand même des normes qui doivent être respectées quand même au niveau des forces armées. Il y a des normes qui doivent être respectées au niveau des forces armées et certainement c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, ce qui m'intéressait même, c'est que quand on voit la montée du terrorisme, c'est que ce qui est le plus important, et je trouve que c'est cela même que le gouvernement a attaqué, c'est la question de la logistique. Parce que y a la stratégie, et puis il y a des gens qui ont des armes vraiment futées. Et donc, je trouve que si le gouvernement met l'accent sur ça, c'est de pouvoir habituer les forces de l'ordre à ces armes nouvelles auxquelles ces terroristes-là sont, en fait, ils font usage pour pouvoir semer la terreur dans les zones dans lesquelles ils ont des emprises. Donc, je trouve que ce qu'il y a lieu aujourd'hui de faire, c'est de pouvoir veiller au recrutement de ces personnes qui doivent intégrer cette académie et maintenant, ensuite, de trouver ce qu'on met dans la logistique, que cela soit adapté aux défis sécuritaires du moment. Et donc, si cela est réuni, je trouve que les normes dans ce secteur-là devront être forcément respectées. Et c'est donc à juste titre que le gouvernement a fait appel. Et donc, on va juste espérer, autant pour moi, on va espérer que dans les jours à venir, on puisse avoir une unité qui soit à même de répondre à ces défis sécuritaires-là. Que le gouvernement ne fasse pas de lourds investissements, de gros investissements, et que, in fine, on soit en face d'une situation où la montagne va accoucher d'une souris. Alors, Pascal, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que cette académie sera ouverte aussi aux civils. C'est une manière aussi pour permettre quand même aux civils d'avoir les moyens de se défendre face aux terroristes, parce qu'on ne sait jamais qui pourront attaquer. Bon, on ne dira pas forcément d'avoir les moyens de se défendre tout de suite. Le lien n'est pas si direct que ça. Ce n'est pas un service militaire auquel on soumet les populations, pas du tout. Mais c'est plutôt dire que, vu les spécificités dont il s'agira, les spécificités que l'on aura à apprendre, à approfondir dans cette académie, parce que n'oublions pas, quand on dit académie, c'est différent d'un centre universitaire de tel. Vous voyez, souvent quand on dit académie, c'est un haut niveau du savoir. Donc, on aurait pu dire, le Bénin a ouvert une école de logistique ou bien quoi. Non, mais on parle d'académie. Donc, vous devez voir comment ça va être approfondi. Et quand on parle de partenariat avec les Européens, c'est qu'on a une grosse ambition. On ne veut pas faire pour le faire. On a une grosse ambition. On a vu faire ailleurs. On a vu ce que ça a donné. Et on ressent le besoin que nos forces de défense puissent profiter également de cette discipline-là, de ce département-là. Donc, je dirais simplement que les civils ont leur rôle à jouer, mais un rôle qui les amène à se perfectionner, à se spécialiser, à avoir les compétences qu'il faut pour accompagner maintenant ceux-là qui sont sur le front. Parce que, comme l'a rappelé Kouchimo, il y a ceux qui sont sur le front, mais derrière, il y a beaucoup d'autres personnes, en fait. Et donc, les civils sont, d'une façon ou d'une autre, associés à cette compétence-là que l'on veut donner aux forces armées béninoises. Oui, je voudrais juste compléter, hein, parce que quand on dit civil, il y a aussi c'est les civils qui sont peut-être dans le secteur de la sécurité et tout. Et je trouve que le terrorisme, c'est quand même un ensemble. Hein. Ceux-là, ils peuvent frapper à tout lieu. Donc, ces agents de sécurité qui sont positionnés à certains endroits doivent quand même avoir au moins les b.a.-ba, les rudiments, pour faire face à des attaques éventuelles. Et donc, je trouve peut-être que c'est dans cette logique-là qu'on voudrait peut-être les associer. Parce que, bon, vous voyez, comme je le disais, quand on parle d'académie, il y a un minimum de prérequis. Ouais, ce n'est pas forcément là où on recrute tout le monde. Quand on parle d'académie, parce que si c'est un centre de formation, si ce n'est pas un centre universitaire de formation ou c'est une école, on peut encore comprendre la chose et se dire,
on veut essayer de rendre beaucoup plus aptes les personnes déjà qui sont un peu confrontées à tout ce qui est, je sais pas, défense, sécurité. Mais là, quand on parle d'académie, c'est qu'on veut aller plus loin. C'est un peu, je vais vous donner des emballages, c'est un peu comme si on a, par exemple, des médecins déjà. Des médecins déjà. Donc, ils ont déjà peut-être fait 10 ans de formation, vous voyez. Et c'est maintenant qu'ils vont à l'académie pour se professionnaliser dans un domaine clé qui a rapport maintenant à comment sauver peut-être les militaires quand ils sont peut-être victimes de, je sais pas, des explosions, d'une explosion, d'une mine. Voilà. Donc, ça peut être un aspect beaucoup plus pointu de leur domaine. Et ça, je n'ai pris que le domaine médical. Donc, dans beaucoup d'autres domaines, ça va être un peu plus pointu. Donc, c'est des gens qui ont déjà des prérequis, qui ont déjà une certaine assise et à qui l'on donne des connaissances, je dirais, beaucoup plus pointues et qui ont directement trait à la logistique. Oui, Koshimo Humbaji, donc on attend la réalisation de cette académie pour vraiment constater ses effets sur nos forces armées. Oui, et je pense qu'il faut rester donc collé à la dénomination académie pour comprendre, comme Pascal l'a dit, que ça sera donc du haut niveau. Il y a forcément des gens qui sont déjà dans le secteur de la logistique en termes de défense. Mais cette académie va permettre donc de mieux les perfectionner, de les amener à un niveau quand même très élevé pour répondre aux défis, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, les terroristes parfois sont encore mieux équipés en termes d'armes, en termes donc de stratégie et tout. Donc, il va falloir donc répondre à tous ces besoins. Et c'est également intéressant de savoir que le gouvernement essaie donc de nouer des partenariats à l'extérieur, parce que le terrorisme, ce n'est pas une question liée uniquement au Bénin. Il y a des expériences ailleurs, il y a des pays dans le monde entier qui ont fait face au terrorisme, qui peut-être même à un moment donné de leur histoire sont arrivés donc à remporter la victoire sur les terroristes. Donc il faut aller donc creuser dans ces expériences-là. Donc je pense que c'est une très belle initiative et comme vous l'avez dit, on attend de voir ce que ça va donner en termes donc, de réalité sur le terrain. Oui, Stéphane Ahinoroso, vos derniers mots sur ce sujet. Oui, il nous reste, après ce que Koshimo vient de dire, il nous reste qu'à souhaiter. Et puis, on sait que le gouvernement, quand il fait une annonce, il réalise ça toujours. Donc, on va espérer que cela ne va pas tarder et que, quand on sait que le gouvernement, ce régime, en fait, est finissant. C'est un an. Donc, on va espérer qu'avant que ça, il ne quitte et que cela soit réellement mis en œuvre pour le bonheur de l'armée béninoise et pour le bonheur de l'armée béninoise et également pour le bonheur du peuple béninois, parce que la lutte contre le terrorisme est une lutte vraiment efficace. C'est nous tous qui allons en tirer des bénéfices. Et donc, on va rester dans l'attente, souhaiter que d'ici là, les choses vont se mettre en place. Dans une académie de haut niveau pour vraiment renforcer les capacités des forces armées pour qu'ils puissent vraiment faire face aux défis sécuritaires dans la sous-région. Alors, ce sera tout pour l'hebdo des éditorialistes. J'étais avec Stéphane Ahinoroso de l'autre vision et Koshimo Humbaji de Afrique Sucette et Pascal Aguerundé de La Nation. Nous avons abordé le sujet 1, c'était concernant la sortie des démocrates sur l'affaire de la tentative de coup d'État qui défraie la chronique depuis quelques jours dans notre pays. Et le deuxième sujet, il s'agissait de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région, le gouvernement qui ouvre une académie de formation des forces armées. C'est tout pour l'hebdo des éditorialistes, mais dimanche, ces politiques se poursuivent.